BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver en rayon dans Focus Retail cette semaine. Les soldes d'hiver qui ont débuté ce mercredi, dernier espoir de certains commerçants pour sauver leur semestre. Y a-t-il des démarques intéressantes pour les consommateurs cette année? On va faire notre shopping chez Primark dans un instant. Dans le caddie de notre expert cette semaine, un mois de mars rouge, qu'est-ce que cela signifie? Décryptage avec Jean-Marc Ménien d'Altavia dans notre émission. Et puis au programme également les actualités retail avec Eva Jaco. Et puis bien sûr, en deuxième partie de notre émission, la pépite de cette semaine. Cette semaine, notre start-up, c'est Fairly Made. Elle accompagne les entreprises dans leur démarche responsable. Voici pour le programme. Vous êtes sur BFM Business. Focus Retail, l'interview. Et cette semaine, on reçoit Christine Loisy. Bonjour, vous êtes directrice Primark France. Et à mes côtés également, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors Christine Loisy, c'est vrai qu'on est en plein dans les soldes d'hiver, période importante. C'est le moment où les retailers reconstituent leur trésorerie. Les commerces sont touchés par l'inflation, les factures qui augmentent, la facture d'électricité, la hausse des salaires, des loyers. Certains commerçants doivent préserver leur marge autant que possible. Est-ce qu'on peut tout de même trouver des démarques, des promotions importantes chez Primark cette année? Absolument. Comme chaque année, arrive le moment des soldes et vous allez trouver des produits qui, pour certains, le prix a diminué de moitié. Donc moins 50%, moins 40%, la première moins semaine. 40%. On est plutôt dans le moins 50% chez Primark au niveau des soldes. C'est vrai que depuis janvier 2022, donc les invendus non alimentaires n'ont plus le droit d'être détruits. Avec l'hiver plutôt doux qu'on a eu, j'imagine que vous avez pas mal de marchandises encore en stock. Donc écoutez, on a un niveau de stock qui est normal pour la saison, pas plus que d'habitude. Et en ce qui concerne les invendus, depuis des décennies, on va dire, nous les offrons lorsqu'on en a à une association qui s'appelle New Life. Alors l'enseigne irlandaise Primark célèbre cette année ses 10 ans de présence sur le sol français. La marque compte aujourd'hui une vingtaine de magasins dans l'Hexagone. Vous comptez ouvrir 7 boutiques d'ici la fin de l'année, principalement dans les villes moyennes. C'est un déploiement rapide, c'est un investissement en termes de coûts, d'infrastructures, d'ouvrir de grands points de vente. L'enseigne Primark ne risque-t-elle pas d'y laisser sa peau alors qu'on vit une période plutôt incertaine en ce moment? Écoutez, notre enseigne existe depuis 1969. On est présent sur 15 territoires. La France commence à être un gros territoire. L'enseigne va plutôt bien. C'est vrai que c'est une période difficile parce qu'on subit l'inflation comme tout un chacun. Mais a priori, on va passer l'orage. On n'est pas inquiet. On appartient à une très grosse multinationale qui gère extrêmement bien et Primark et ses autres entreprises. Donc c'est une période difficile, mais il n'y a pas d'inquiétude. On continue à ouvrir et à investir. Jean-Marc. C'est vrai que vous faites partie de ces enseignes qui sont vraiment avec un cercle vertueux, on va dire, des positionnements un peu à part, comme Costco, Primark. Donc vous n'êtes pas un discounter, vous n'êtes surtout pas un discounter, puisque vous produisez vos propres collections et autres. Et donc, quelque part, ce modèle, d'ailleurs, chez vous, cette particularité, c'est qu'il arrive à se passer de la vente en ligne. Bon, on sait qu'indépendamment des phénomènes de crise qu'on a connus actuellement, est-ce que vous pensez que ce modèle économique pourra vivre durablement sans un jour être obligé de faire une concession sur ces ventes en ligne? Je sais qu'il y a des tests actuellement de click and collect en Angleterre et au Pays de Galles. Est-ce que vous pensez que ce sera irrémédiable, vous ne ferez jamais de vente en ligne, ou est-ce que ce concept peut-il aller aussi sur de la vente en ligne? Écoutez, on a fait la preuve, puisque la vente en ligne, elle ne date pas de l'année dernière, on a fait la preuve que nous arrivions à attirer énormément de clients dans nos magasins sans la vente en ligne. L'expérience client chez Primark est très importante. On parlait des ouvertures et des investissements. 7 magasins, 100 millions d'investissements. Pour nous, avoir un joli magasin et recevoir nos clients dans un espèce d'écrin magnifique est très important. C'est l'expérience client. On fait du digital, on présente nos produits en digital, on teste le click and collect, comme vous l'avez dit.
Pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité de vous livrer votre pantalon, votre t-shirt chez vous. Moi, je pense que c'est ça qui ferait exploser le modèle économique. D'ailleurs, j'ai trouvé très intelligent que vous le testiez, mais en click and collect, c'est-à-dire en drive to store, pour éventuellement pallier une baisse de fréquentation qu'il peut y avoir dans les centres commerciaux où vous êtes principalement. Quelle est la part de magasins Primark en centre commercial ou hors centre commercial? Alors, ça dépend des pays. En France, depuis 10 ans, 21e magasin, on va dire, on a à peu près 80% de ces 21 magasins qui sont en centres commerciaux. Ça dépend de l'opportunité. Mais nous ne sommes pas rivés sur centre commercial ou centre-ville. Il y a des pays où nous sommes qu'en centre-ville, parce que c'est des pays qui sont structurés avec des emplacements extraordinaires en centre-ville. Donc nous, on est plus à la recherche du meilleur emplacement possible dans la ville qu'on choisit, plutôt que de se dire on est en centre-ville ou en centre commercial. D'accord. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que la vente en ligne, pourquoi pas, mais en tout cas pour l'objectif de créer du trafic et faire venir des gens dans un magasin qui ait déjà suffisamment d'attractivité pour attirer les clients sans faire de... À l'origine, c'était pas vraiment ça et c'est toujours pas ça. On s'est rendu compte qu'en présentant nos produits sur Internet, des clients qui, vous savez, viennent de loin pour venir chez nous, puisqu'on est ce qu'on appelle un magasin de destination, arrivaient quelquefois en étant déçus, en disant « mais j'ai vu sur votre site cette petite robe, vous ne l'avez plus ». Ça peut arriver. Et donc, le service qu'on rend à nos clients avec ce test de click and collect, c'est de faire de la réservation. C'est-à-dire, vous avez vu cette petite robe, on vous la réserve, dès qu'elle est en magasin, on vous le fait savoir et vous pouvez venir la chercher. Donc on est plus sur cette histoire-là que sur une création de trafic, parce que, pourvu que ça dure, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Très malin, parce qu'en fait, effectivement, vous nous expliquiez tout à l'heure que ça tourne beaucoup. Vous n'avez pas forcément X collections par an. Vous avez toujours des nouveautés qui arrivent en permanence. Et c'est ce que demande le client. Mais par contre, du coup, on peut se retrouver avec... C'est exactement ça. D'ailleurs, les marques de la fast fashion, en général, ont entre 6 à 12 collections par an. Vous en avez combien ? Les collections, on a une collection pour l'automne-hiver et une collection pour le printemps-été. Et comment vous vous renouvelez, du coup, en magasin ? On se renouvelle puisque cette collection est livrée en magasin régulièrement, c'est-à-dire qu'on ne va pas installer toute notre collection printemps-été d'un seul coup. On va l'échelonner à partir de début février. Vous posez des petites capsules tout au long de l'année. On a des petites capsules tout au long de l'année, exactement. Alors c'est vrai que, Christine Loisier, on associe la marque Primark à la fast fashion, la mode jetable. Chez les jeunes, il y a aujourd'hui l'envie d'être tendance, la nécessité d'acheter à moindre coût, surtout dans un contexte inflationniste. Mais près d'un jeune sur deux déclare vouloir arrêter, voire réduire ses achats de fast fashion. Il y a une conscience environnementale. Est-ce que vous n'avez pas peur à terme que la génération Z se détourne à un moment donné de vos produits? Je ne crois pas, puisqu'on mène déjà depuis plusieurs années et on commence maintenant à le faire savoir, toutes ces actions qui sont autour de la protection de la planète, de préserver les individus, d'avoir des produits qui ne polluent pas. C'est chez nous un énorme sujet. Et vous parlez de cette prise de conscience. Nous aussi, on a cette prise de conscience de faire savoir à nos clients que nous faisons ce genre d'action. Et en montrant qu'on fait ce genre d'action, on a chez nous, on pense, de belles années devant nous. Donc l'industrie du textile et sa filière est en train de faire sa révolution à marche rapide. Et dans les années qui viennent, l'industrie du textile ne sera plus vecteur de autant d'émissions de carbone, autant de pollution. C'est quelque chose qui avance extrêmement vite. En 2030, on aura l'ensemble de nos produits qui seront faits ou avec des matières qu'on appelle durables ou avec des produits recyclés. Donc c'est chez nous au cœur de notre préoccupation. La mode, pas chère, mais des produits qui sont durables. Donc, plus de matières recyclées, aussi des responsables carbone, vous allez nous expliquer, donc nommés au Bangladesh, en Inde, en Chine. Donc ce sont des mesures qui font partie de votre programme de transition écologique Primarkers. Mais face à la catastrophe écologique, on ne peut pas dire que ces mesures soient suffisantes aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de cacher un peu la misère en quelque sorte? Ah non, pas vraiment. Vous savez, quand on annonce... Aujourd'hui, on a déjà 45% de ce que vous allez trouver dans nos magasins qui sont faites ou avec des produits durables ou avec des matières recyclées. Et on dit qu'en 2027, on aura l'ensemble de notre offre. Donc ça va très vite. L'an dernier, on était à 25%. En ce qui concerne les émissions de carbone, on se met à côté de nos sous-traitants, puisque ce ne sont pas nos fabricants. On se met à côté de nos sous-traitants. On a 130 collaborateurs dont c'est le métier de faire ça. On travaille avec des associations qui sont
des experts, et on prend l'engagement. Et vous savez, ce sont des engagements qui sont sérieux, puisqu'on ne peut pas à la légère dire on va réduire de moitié nos émissions de carbone en 2030. Donc les actions, elles sont vraiment à marche forcée et on y arrivera. Mais est-ce qu'à terme, est-ce que le mieux, ce ne serait pas de relocaliser entièrement la production finalement? De la relocaliser, vous voulez dire en France? Oui. Europe ou... En Europe? Oui, écoutez, pour l'instant, ce n'est pas vraiment d'actualité pour les raisons que vous imaginez. C'est que le prix de la main-d'œuvre en Europe n'a rien à voir avec le prix de la main-d'œuvre dans ces pays-là. Donc, que ce soit pour Primark ou pour l'ensemble des vendeurs de textiles, on n'est pas dans ce mind-là. Alors, est-ce qu'en 2050, on sera tous revenus en Europe? Je ne sais pas. Ça fait combien de magasins au total, monde? Alors, on est à 4, au moment où je vous parle, on est à 418 sur 15 marchés. Ok. Et comment est-ce que vous allez pouvoir appréhender le nouvel étiquetage qui doit être effectif en France à partir de février sur justement la traçabilité? Parce que j'imagine pour une fabrication, on ne va pas pouvoir différencier une fabrication qui part pour la France avec cette étiquette de traçabilité et le reste. Ça va être à nous de trouver une solution. Ouais. On travaille bien sûr avec nos collègues irlandais et anglais qui s'occupent de la production. On a la possibilité, bien sûr, de faire des choses différenciées, heureusement d'ailleurs. Ce qui risque d'ailleurs d'être pas seulement en France, mais au niveau européen. Donc oui, vous, mais la France est un peu précurseur, oui, tout à fait. Vous le savez, sur certaines décisions. Donc on a un petit temps d'avance. Après, l'Europe suivra, naturellement. Oui. Parfait, parfait. Voilà, donc Primark qui entend dépasser la barre des 700 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe en 2022. Merci beaucoup, Christine Loisier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de Primark France. Jean-Marc, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jacot. On se retrouve tout à l'heure. Focus Retail, le journal du retail. Et on commence avec une ouverture spectaculaire. Lidl a ouvert son plus grand magasin dans la capitale avec le slogan Lidl in Paris. Il s'agit du 19e Lidl présent dans la ville et c'est dans le 14e arrondissement que le distributeur s'est installé dans l'ancien Auchan de Montparnasse sur une surface d'environ 1500 m² et qui s'étend sur 2 niveaux. Alors on y trouve une offre de 2000 produits contre 1000 à 1200 produits habituellement dans les Lidl parisiens. Le magasin se trouve à quelques mètres du nouveau Leclerc de Gaîté et du Monoprix. C'est le magasin référence du réseau situé à moins de 100 mètres. Alors Lidl compte lui 1591 points de vente en France. L'objectif avec ce magasin serait d'atteindre les 25 millions de chiffre d'affaires d'ici 3 à 4 ans. Le distributeur mise sur le flux client et espère 2500 passages en caisse, d'où la présence de 12 caisses automatiques et de 10 caisses classiques. Cette semaine, les soldes d'hiver ont commencé dans un contexte difficile pour les marques entre l'inflation qui plafonne à près de 12% et toutes les promotions qui ont lieu tout au long de l'année. Eh bien, cette période promotionnelle est donc en perte de vitesse. Le Black Friday et le Cyber Monday pèsent aussi lourd que le premier jour des soldes d'hiver. Fin 2021, les soldes représentaient 15,4% du chiffre d'affaires annuel du marché contre 22% en 2016. Les autres promotions représentent quant à elles 30% du chiffre d'affaires de 2021. Le budget des Français sera donc impacté par l'augmentation des prix. Il y aura donc moins de dépenses. Selon une étude du cabinet Simon Kucher réalisée l'an passé auprès de 1000 consommateurs français, 95% d'entre eux annoncent faire régulièrement leurs courses pendant cette période, mais 43% d'entre eux comptent moins dépenser à cause de la hausse des prix des produits alimentaires et de l'énergie. Et puis, mauvaise nouvelle pour le pionnier français du circuit court alimentaire, La Ruche qui dit oui. 12 ans après sa création, La Pousse française ferme ses 6 magasins parisiens. Une décision qui intervient 2 ans après l'ouverture de leur première boutique dans les Hauts-de-Seine. Face à l'essor des magasins en circuit court dans les grandes villes, ce secteur reste pourtant en crise. La Ruche a divisé par 2 ses volumes post-Covid pour atteindre 50 millions de chiffre d'affaires en 2022 et vient de licencier la moitié de ses effectifs. L'objectif ici, c'est de se concentrer sur son activité d'origine, la mise en relation entre les producteurs locaux et les consommateurs. La Ruche qui dit oui possède 1500 points de vente dans 7 pays européens et compte 210 000 clients. Focus Retail, le focus.
Et on retrouve notre expert de choc, Jean-Marc Ménien, directeur général Altavia Schoppermine. Alors les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% en décembre 2022 sur un an. Et ce n'est pas fini. Notre confrère Olivier Dauvert parle d'un mois de mars rouge. Autant dire que ça fait peur. Ça veut dire quoi? Que les courses, elles vont encore augmenter en mars? C'est à craindre. C'est à craindre. Si on revient un petit peu en arrière, déjà, l'inflation, effectivement, globale de l'ordre de 5,9% l'année dernière, cachait que sur les produits, les PGC, les produits de grande consommation, elle était beaucoup plus forte. Entre les instituts, elle est entre 10 et 12%. Et donc, ça cachait autre chose. Si on regarde en détail, c'est qu'en fait, celles qui ont le moins souffert de hausse des prix inflationnistes l'année dernière, par un tampon inflationniste qu'elles arrivent à mettre en place, ce sont les marques nationales. Les marques qui ont le plus souffert de l'inflation l'année dernière, c'est les MDD, les marques premier prix. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le distributeur était obligé d'impacter directement en rayon les hausses qu'il subissait, notamment de matières premières, alors que les marques nationales, les marques industrielles sont dans des accords cadres ne permettant pas de répercuter immédiatement cette hausse. Donc ça, c'est le premier point, c'est que finalement, les marques nationales ont été un peu préservées l'année dernière dans cette hausse de tarifs, mais ce ne sera peut-être pas la même histoire en 2023. Oui, c'est ça. Et c'est à ce moment-là de l'année, donc fin février, que sont appliqués en magasin les nouveaux tarifs. Ça tombe à la fin donc, des négociations entre industriels et distributeurs. Tout à fait, et on voit les acheteurs professionnels qui nous alarment un petit peu en voyant notamment les grosses entreprises agroalimentaires. Les PME sont un peu plus préservées parce qu'il y a des accords gouvernementaux justement sur la transparence des hausses de coûts de matières premières, mais sur les gros groupes, il y a des prétentions de hausse de tarifs absolument impressionnantes, entre 15 voire jusqu'à 30% pour certains gros groupes. Donc bien entendu, le distributeur ne peut pas l'accepter et la marque ne peut pas non plus accepter qu'à la fin des accords, finalement, on répercute simplement le prix de l'année dernière, ce qui peut arriver avec la loi qui est en cours de discussion, on va dire, à la Chambre. Donc, ce qui va arriver, c'est on va dire, même si on met un middle way, un chemin intermédiaire, la répercussion que cette année pour les marques nationales risque d'être de l'ordre de 10 à 12%, voire peut-être 15% sur certaines catégories de produits, ce qui va être énorme. Donc ça va être un peu, si vous me pardonnez l'expression, le double effet qui se coule. Le consommateur a pris une hausse des prix sur les PGC l'année dernière et il s'est réfugié sur les marques nationales et les MDD et les marques premier prix qui ont beaucoup augmenté. Et cette année, il risque d'y avoir un retour important de la part des marques industrielles. Oui, les distributeurs donc, sont vent debout. D'ailleurs, l'association UFC Que Choisir aussi. C'est vrai qu'en cas de désaccord donc, entre les industriels et les distributeurs fin février, c'est vrai que la proposition de loi donc, de ce député Renaissance, Frédéric Descrozaille, vise à rendre automatique donc, l'application des nouveaux tarifs. L'objectif du gouvernement, c'est de mettre en place ce dispositif mi-avril. Oui. Et il y a quelque chose qui se dit un peu plus confidentiellement, mais les marques sont prêtes à faire des concessions au niveau des volumes, mais pas sur la marge cette année. Donc il est évident que certaines marques n'hésiteront pas à préférer se faire déréférencer pour conserver leur taux de marge. Merci Jean-Marc. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. Elle accompagne les marques vers une transparence totale de la chaîne de valeur. Focus Retail, le pitch. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir savoir ce qu'ils portent, d'où proviennent leurs vêtements. Un enjeu pour les marques qui doivent montrer patte blanche, être plus transparentes sur la traçabilité de leurs produits. Aujourd'hui, on est avec Laure Betsch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Fairly Made. Vous accompagnez les marques dans leur démarche responsable. Expliquez-nous comment. Donc nous, on s'adresse aux directeurs RSE, directeurs de production, de marques de mode justement qui cherchent à se mettre en conformité par rapport à la loi qui arrive et également aller plus loin et faire de la RSE un pilier stratégique. Donc très concrètement, aujourd'hui, notre solution, elle permet de tracer les différents maillons de la chaîne de production d'un vêtement, parce que c'est un des enjeux, c'est qu'il y a énormément d'opacité dans cette chaîne de production. Deuxièmement, elle permet de mesurer l'impact à la fois social et environnemental lié à cette production de vêtements et ensuite de communiquer de façon plus transparente à leurs consommateurs. Donc comment vous réalisez ce bilan, ce diagnostic plus concrètement ? Donc la première étape, ça va être de se connecter au logiciel existant des marques. Donc là, je pense particulièrement au PLM, Product Lifecycle Management. On va récupérer cette information et ensuite, on va aller
interroger les usines des différentes marques et les faire progresser en termes de traçabilité. Donc on a un chiffre intéressant. Après une saison de collaboration avec Fairly Made, la marque fait x3 sur le nombre d'usines qu'elle va connaître. Et donc ensuite on récupère cette information et on en fait une analyse de cycle de vie pour que la marque puisse avoir cette vision sur les impacts liés à la production et où sont les leviers les plus importants qu'elle va pouvoir mettre en place pour réduire son impact. Et justement, comment vous faites ce diagnostic? Vous envoyez des personnes de chez vous sur le terrain, donc visiter ces usines? Comment ça fonctionne concrètement? Ça se passe sur la blockchain? Expliquez-nous. Donc concrètement, c'est une plateforme SaaS et donc c'est des questionnaires qu'on va envoyer aux différents fournisseurs et ensuite on a une méthodologie qui nous permet ensuite de cross-checker différentes informations et on récupère des certificats qui sont des résultats d'audit qui ont été faits sur site pour s'assurer de la véracité de l'information qu'on récupère. C'est ça, vous travaillez aussi avec des certificateurs. Jean-Marc. Je crois que n'importe comment, c'est à la fois c'est une attente au niveau des marques, mais c'est aussi une attente au niveau des consommateurs. Donc vous êtes une brique, si vous me permettez l'expression, qui est intéressante à double titre à ce niveau-là. Et effectivement, on sait que les marques ont à la fois une culture, ils doivent n'importe comment avancer dans ce domaine et avoir une culture. Est-ce qu'il n'y a pas de frein culturel justement à ouvrir totalement le portefeuille des fournisseurs, des prestataires, d'être totalement transparent, même si vous êtes un tiers qui, j'imagine, garantissait une confidentialité totale? 2023 pour moi est vraiment l'ère de la transparence. C'est vrai que ça restait un secret de Polichinelle. C'est aussi pour les marques finalement d'avoir sa liste de fournisseurs, bien sûr. Pour autant, on se dirige vers plus de transparence. Elles vont devoir le faire et donc on le permet de le faire plus facilement et de créer finalement un lien, renforcer le lien avec le consommateur. Donc nous très concrètement, c'est un QR code qui va être placé soit sur une étiquette de composition à l'intérieur du vêtement, soit sur un hang tag et qui va raconter l'histoire du produit, les kilomètres, par quel grand pays il est passé et ensuite parler des impacts. Donc ça va vraiment renforcer le lien qu'il y a entre la marque et son consommateur. Et on se rend compte aussi que c'est un vrai levier en interne pour les marques aussi de rétention de leurs salariés pour montrer que l'engagement est fort. Vous parlez de l'ère de la transparence et vous avez raison parce que depuis ce 1er janvier, donc la loi anti-gaspillage impose aux marques qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros, elle impose justement le partage d'informations sur leur chaîne d'approvisionnement, la présence de matériaux dangereux mais aussi de matériaux recyclés, des informations sur le recyclage en fin de vie de produits. J'imagine que tout ça, ça a un impact positif sur votre activité. Est-ce que vous avez fait évoluer votre business model ? Exactement, c'est vrai que cette année était assez impressionnante pour nous. On est aujourd'hui le leader français. On signe des marques, on travaille avec des marques à la fois de luxe comme le groupe LVMH, beaucoup de retailers, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, The Couples, Bash et beaucoup d'autres. L'idée c'est que vraiment on travaille avec tout le monde. Et donc nos enjeux pour l'année prochaine, c'est justement de reproduire tout ce qu'on a fait sur le marché français à l'international. Et donc on a des sujets sur l'Italie et à terme les États-Unis. Et combien coûte cet abonnement ? Alors c'est un modèle SaaS, donc ça dépend en fait du nombre de produits qui vont être analysés sur la plateforme. Donc vous avez dit parmi vos clients, vous avez principalement des acteurs de luxe ou de luxe accessible. Ça veut dire quoi ? Que votre solution n'est pas accessible aux plus petits acteurs ? Alors aujourd'hui, notre volonté, et on est une société à mission, c'est justement d'améliorer l'impact à la fois social et environnemental de l'industrie textile. Et donc pour ce faire, on a décidé de travailler avec des grandes enseignes qui sont celles qui ont finalement le plus d'impact. Voilà, donc Fairly Made qui vient de lever 5 millions d'euros. Tout à fait. Merci beaucoup Laure Beth. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Fairly Made. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Les Français sont en quête de bonheur et surtout de bonne humeur. C'est ce qui ressort du chiffre que vous nous proposez cette semaine, Jean-Marc. Écoutez, c'est un bon début d'année. Je suis tombé sur cette étude qui est une étude mondiale, d'Oracle, qui dit que 72, c'est notre chiffre de la semaine, 72% des consommateurs souhaiteraient trouver un peu plus d'humour dans leur relation, d'humour et d'ironie dans leur relation avec les marques. Alors on parle de marques industrielles, mais aussi de marques distributeurs. Donc ils veulent un peu plus d'insouciance, on va dire, pour pas dire de l'humour pur, parce qu'on sait que l'humour est un ton
qui est un peu difficile par certaines fois. Mais quand on regarde en détail, 80% des personnes préfèrent les marques qui sont un peu drôles dans leur communication. 75% feraient même de l'humour un critère de choix prioritaire. Et ce qui est intéressant, enfin, c'est qu'elles sont prêtes à suivre les marques. Donc c'est quelque chose de fidélisant, quelque chose de vraiment intime qui s'installe dans la relation avec le client. C'est vrai qu'on a vu des enseignes sur ce créneau, notamment de restauration rapide, je crois KFC oui, ou Burger King avec l'agence Buzzman, je ne sais pas si je peux la citer, mais effectivement, elle a toujours pris ce contre-pied comme voilà. Et c'est important puisque le chiffre de 72% global toute génération monte à 92% quand il s'agit des Gen Z. Donc quand on est dans le domaine du hamburger et autres, voilà. Mais il faut savoir parler à ces générations-là parce que clairement, on ne s'invente pas, humoriste pour les Gen Z comme ça, quoi. Donc c'est vraiment un ton particulier, mais qui est vraiment en attente et par rapport à notre période, ça peut être, je pense, quelque chose d'intéressant. Paradoxe. 95% des marques ou des patrons de marques trouvent que c'est dangereux et ne souhaitent pas l'appliquer. Dangereux parce qu'effectivement, ils savent pas. Il ne faut pas en abuser, il faut trouver la bonne dose. Il ne faut pas en abuser, il faut trouver le bon ton et que ce ton soit spécifique sur une cible et pas sur une autre. Parce que ce qui est compréhensible par un Gen Z ne le sera peut-être pas par un baby boomer. Et donc c'est quelque chose de très délicat. Mais en tout cas, les clients veulent de l'humour et de l'ironie dans leur rapport avec les marques. Voilà, donc consommateurs cherchent marque avec humour. Merci Jean-Marc. Je rappelle, vous êtes directeur général d'Altavia Shoppermine, donc soyez cool, les jeunes ont envie de se détendre, surtout avec ce qu'on vient d'apprendre avec la réforme des retraites. Voilà, on a besoin de se détendre et de s'amuser. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous retrouve en direct de New York. Je pars pas en vacances, non, on sera à la NRF. Donc c'est la semaine prochaine à New York avec l'ensemble de nos experts et on va commenter les dernières actualités du retail sur place. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.